Mauritanie. C'est le lancement du livre dont le titre s'intitule « La rupture diplomatique israélo-mauritanienne et la sécurité internationale, le terrorisme ». Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème? Oui, le thème d'abord, la motivation m'est venue lorsque j'étais à l'Université de Montréal, quand j'étais dans une phase de présélection pour la recherche d'abord du thème que je vais écrire pour la fin sanctionner mon mémoire de maîtrise. Et puis, il se trouve que la Mauritanie venait de faire une relation diplomatique avec Israël. Je me suis dit, tiens, donc s'il faut aller faire des sujets qui sont déjà écrits par d'autres, pourquoi pas ne pas aller, quitte à être le premier à réfléchir dans ce thème-là. L'inspiration est venue, j'ai soumis l'idée à mon directeur de mémoire qui était là d'ailleurs, M. Mamoudou Gajibo, qui est professeur donc agrégé au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Il m'a beaucoup encouragé, en même temps avec des craintes, parce que le sujet la relation venait tout juste d'être conclue sanctionnée par un accord. Il n'y aurait pas certainement de littérature suffisante pour faire le mémoire, plus tard le livre. Mais je me suis dit quand même que c'est très important d'y aller, même si parfois il faut se déplacer pour aller chercher des ressources ailleurs en Afrique. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors ça m'a donné ce résultat aujourd'hui. Pour quelqu'un qui n'a pas lu ce livre-là, qu'est-ce qui est captivant? Ce qui est captivant, d'abord c'est le titre, Rupture diplomatique israélo-mauritanienne et la sécurité internationale. Dès qu'on entend, alors ça suscite la conscience de chacun de nous parce que Mauritanie et Israël, deux pays qui ne partagent pas ni les mêmes frontières géographiques, ni, comment dirais-je, qui n'ont pas beaucoup de relations diplomatiques, mais qui ont réussi à entretenir des relations diplomatiques. Donc la première chose qui capte dans le titre, c'est ça. Et ensuite, quel est le lien avec la sécurité internationale? Ça, c'est le deuxième facteur encore, parce que ce sont deux domaines, comme je dis, très sensibles, qu'on a besoin de traiter, parce que le terrorisme, vous voyez comment ça fait des dégâts en Mauritanie. C'est très important à ce que nous, au niveau de la diaspora, qu'on amène notre réflexion pour engager le débat qui permettra aux Mauritaniens à tout le monde, aux Africains, aux amis de l'Afrique, donc de comprendre les enjeux et puis de travailler pour le triomphe de la paix en Afrique et dans le monde. J'ai trois attentes par rapport au public. D'abord, je veux que chacun et chacune ait le plaisir de lire, que les livres suscitent chez chaque lecteur l'esprit de curiosité, l'envie de creuser davantage pour comprendre les enjeux sécuritaires aussi bien en Afrique que dans le monde. La deuxième attente, c'est un débat, surtout dans des sociétés musulmanes aujourd'hui, où la majorité laisse une minorité s'exprimer au nom d'un idéal qui est complètement étranger à l'islam, qui est pourtant les valeurs d'ouverture et de respect et de tolérance. Parce que une société qui n'a pas de débat, c'est une société qui n'évolue pas. Et quelque chose qui n'évolue pas est condamné à disparaître. Donc voilà la deuxième attente au niveau de la société musulmane proprement dite. Et la troisième, c'est l'engagement, donc l'envie d'agir, l'engagement de chacun et chacune de nous pour promouvoir les valeurs de solidarité comme fondement de la paix internationale. Maintenant, nous vous présentons le lancement du livre de M. Ardo qui se passe présentement à la librairie Le Port de Tête à Montréal. J'aimerais d'abord vous remercier profondément. Je vous remercie d'être là tous parce que je vois comme vous êtes venus nombreux et nombreuses pour assister donc à ce lancement qui sera suivi d'un exposé de débat donc, qui rejoignent donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles menaces, les nouveaux enjeux sécuritaires en Afrique, comme qu'aujourd'hui on voit malheureusement le phénomène apparaître et prendre de l'ampleur au Canada. J'ai décidé bien entendu de lier à ça par rapport au lancement du livre. Alors, donc
je n'aimerais pas citer, mais je vous remercie quand même tous d'être venus ici parce que j'évite toujours de nommer les noms. Sinon, je vais me tromper de peur encore de mettre certains, tout simplement. Je remercie les amis, le comité qui s'est constitué pour la correction du livre dont Eugénie Giroir a participé, avec Arthur Floré aussi qui est en Australie aujourd'hui, et Kumbaso qui a aussi tenu à faire le travail, malheureusement qui n'a pas pu être là parce qu'il vient de perdre sa maman dans la semaine, donc vous connaissez. Alors donc je vous remercie tous. Je remercie aussi pour les gens qui ne savaient pas que j'ai une famille adoptive ici au Québec. Donc c'est Bernard Janson et René Bourque. Donc je suis un couple que je fréquente depuis 10 ans maintenant, que je n'ai jamais quitté pendant une seconde, même les temps que je suis à Toronto, qui ne m'a jamais abandonné, toujours présent. Donc je ne peux tout simplement que de vous remercier et puis témoigner devant tout ce beau monde. Si j'ai eu vraiment l'esprit tranquille pour me consacrer sur ce livre, c'est grâce à votre appui moral et puis affectif que vous avez pu, malgré mon âge, donc vous avez pu apporter. Donc merci encore une fois. Alors merci aux amis, il y a tout le monde, les Mauritaniens qui sont ici, doyen Brahim, qui a tenu à être là. C'est notre doyen de la communauté qui est toujours présent. Donc, je vous remercie profondément. Tous ceux qui sont et celles qui sont venus dans différents milieux, catégories socio-professionnelles, je vous remercie beaucoup. Donc, vous voyez, ce livre, il rentre donc dans le cadre de ce qu'on appelle des domaines très d'actualité et en même temps complexes et très sensibles. Vous voyez, ça concerne la rupture diplomatique israélo-mauritanienne. C'est la première partie du livre. La deuxième partie, ça traite la question de la sécurité internationale, qui tourne autour du terrorisme. J'ai décidé d'associer les deux. Pourquoi? Parce que en Mauritanie, il y a ce qu'on appelle le salafisme djihadiste, bien entendu, qui provient des mouvements radicaux comme les frères musulmans, les bassistes et les nassiristes qui se sont radicalisés pour utiliser et la question israélienne, donc l'expérimentaliser à des fins politiques et religieuses, comme par exemple le groupe salafiste en Algérie ou bien le GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat algérien, qui aujourd'hui est devenu ACMI. Et malheureusement, comme Al-Qaïda Maghreb islamique, c'est ce mouvement qui aujourd'hui donne des orientations stratégiques qui a permis au Moudjahou et en Sardine, qui est un mouvement radical local malien, de donner des appuis aux mouvements djihadistes africains et internationaux comme le Moudjahou, donc pour avoir des ancrages locaux jusqu'au malheureusement entraîner le nord du Mali et toute l'Afrique dans l'instabilité sécuritaire et politique que nous avons connue avec l'occupation du nord du Mali qui touche toute la partie sahélo-sahélienne africaine. Donc dans le livre, pour revenir à la première partie, donc la rupture diplomatique israélo-mauritanienne, c'est quand même étonnant parce que quand on entend la Mauritanie qui est en Afrique de l'Ouest, l'Israël qui est au Proche-Orient, donc au Moyen-Orient, ces deux pays entretenir une relation, c'est bien de faire un peu un contexte pour vous rappeler un peu. Donc vous rappelez le contexte des années 90, lorsque Saddam Hussein qui était le président de l'Irak à l'époque, avait envahi le Koweït, qui avait annexé le Koweït. Et vous vous rappelez, il y avait la Mauritanie seule à côté de l'Iran qui avait soutenu donc Saddam Hussein contre la coalition internationale qui s'est constituée autour des États-Unis, George Bush père à l'époque, et Mikhail Gorbatchev en Russie pour simplement essayer d'engager des frappes militaires contre le gouvernement irakien de Saddam Hussein. Et la Mauritanie, donc, à cette époque, comme on dit toujours, ça coïncide avec la montée à l'extrême du panarabisme en Mauritanie, ce mouvement qui va dans les pays arabes pour promouvoir le panarabisme dans ces pays. Alors donc la Mauritanie est arrivée à ce niveau pour soutenir l'Irak qui était défait et
au lendemain de la défaite, les deux présidents, Mikhail Gorbatchev et George Bush, père aux États-Unis, avaient décidé donc d'organiser une conférence internationale pour redynamiser le processus de paix israélo-palestinien, parce qu'on voit que ça constitue même une menace internationale, parce que les mouvements et tous utilisaient simplement la question palestinienne à des fins religieuses, donc d'insécurité. Il faut donc, le contexte est favorable pour redynamiser le processus de paix israélo-palestinien. C'était ça la conférence de Madrid qui a eu lieu en Espagne en 1991. Donc, à l'occasion de cette conférence, on a constaté des avancées considérables, aussi bien côté israélien que côté palestinien, pour donc aller vers une négociation de paix afin d'obtenir si vous voulez, deux États qui vont vivre côte à côte dans le respect de la souveraineté de chacun. Donc l'Israël doit permettre la condition de la création d'un État palestinien. En contrepartie, les Palestiniens vont reconnaître donc Israël en tant que pays, et puis donc et de sa sécurité aussi, parce que la reconnaissance vienne avec accompagne aussi la sécurité d'Israël, parce que vous voyez, depuis 1948, Israël est soit en guerre directe avec les pays qui l'entourent, ou bien en situation de guerre avec tous les pays les pays arabes, ou bien les pays qui se disent arabes, par exemple la Mauritanie qui s'est ajoutée depuis l'arabisation du système politique de 1966. Alors donc, vous voyez, c'est là maintenant qu'il y a eu le contexte préliminaire de haut niveau entre les diplomates israéliens et mauritaniens. Il se trouve que pendant cette conférence, les pays les plus intransigeants sur la question palestinienne, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar et d'autres pays, avaient vraiment montré une volonté de reconnaître Israël si jamais les Palestiniens arrivaient à obtenir les conditions qui permettent la création de leur État et bien entendu leurs droits fondamentaux, le retour des réfugiés et la création d'un État palestinien. Donc, à cet stade, la Mauritanie aussi donc, est allée dans cette mouvance de pays qui ont donné cette promesse. Et c'est plus tard, donc en 1995, que les négociations ont commencé jusqu'à 1999. C'est la deuxième date intéressante que vous devez retenir. La signature de l'accord diplomatique entre Israéliens et Mauritaniens aux États-Unis, entre Ahmedoul Ahmed, qui était le ministre des Affaires étrangères mauritanien, et David Levy, ancien ministre des Affaires étrangères israélien. Donc les deux ont signé cet accord à New York, c'est pendant la présidence Bill Clinton, dans ses derniers mois de présidence. Et donc cet accord diplomatique a permis alors aux deux pays de se reconnaître mutuellement. Et malheureusement, 2009, c'est-à-dire 10 ans plus tard, l'accord diplomatique est rompu brutalement avec la nouvelle junte militaire qui est venue au pouvoir le 6 août 2008, dirigée par le général Ould Abdelaziz, qui a renversé le président Sidi Ould Cheikh Abdallahi, démocratiquement élu. Et donc Aziz, qui est devenu donc président à cette époque-là, donc avait tout simplement décidé de mettre terme à la relation diplomatique suite à une pression des mouvements nationalistes au sein même de ce qu'on appelle le salafisme djihadiste radical, qui a mis beaucoup de pression sur le gouvernement mauritanien pendant les 10 années de représentation diplomatique entre les deux pays. Donc ce livre, ce que j'ai essayé de vous analyser dans ce livre, c'est l'ensemble des enjeux qui sont liés à ce livre. Il y a les enjeux, les pressions et les tensions aussi, et la lutte entre général Ould Abdelaziz et Eli Ould Mohamed Vall, qui est son cousin, qui était le président de la transition de 2005 à 2007, qui a permis l'élection démocratique de Sidi Ould Cheikh Abdallahi, donc qui lui est partisan du maintien des relations diplomatiques israélo-mauritaniennes, alors qu'Aziz, lui, est contre. Pourquoi? Parce qu'il vise sur l'appui des nationalistes qui étaient contre, et bien entendu l'appui des lobbies au sein du monde arabe autour du Qatar, l'Arabie Saoudite, donc qui vont l'appuyer. Vous allez voir dans le livre autour de ça, parce qu'il n'y a pas aussi que ça, il y a une relation donc de l'espoir qui est
lié avec ces relations diplomatiques en ce qui concerne le rapport israélo-palestinien, parce que au moment où il y a eu l'interruption brutale des relations, les Israéliens et les États-Unis et les Mauritaniens étaient en discussion pour organiser une conférence de paix en Mauritanie. Donc, que malheureusement, la junte militaire n'a pas pu permettre parce qu'il y avait des enjeux politiques derrière ça. Parce qu'Aziz, en faisant le coup d'État, il savait qu'il allait se présenter à sa propre succession. Et ce qui fait que, donc, il a mis la question israélienne devant pour essayer tout simplement à ses fins politiques propres. Et ça a donné vraiment des résultats. Vous voyez, quand il a arrêté la relation, comment dire, la sympathie qu'il a obtenue au sein de l'aile radicale djihadiste et puis tous les mouvements, même arabes, que ce soit frères musulmans, bassistes et nasseristes qui opèrent en Mauritanie, parce qu'on lui a toujours collé l'étiquette de quelqu'un qui a réussi à... là où tous les gouvernements qui l'ont précédé, Oultaya, Eliwoul Mohamed Val et les autres ont échoué. Donc le courage politique qu'il a pu. Donc tout le monde comprend que c'est des gens, ce sont les jeux politiques derrière, mais quelqu'un en Mauritanien qui est là-bas, qui est analphabète, qui n'a pas le recul nécessaire pour comprendre les enjeux derrière, ne peut pas tout simplement comprendre ça. Donc c'est vraiment l'ensemble des facteurs que j'ai essayé d'analyser dans la première partie du livre. Bon, que vous allez comprendre tout simplement. Dans la deuxième partie, j'ai essayé, comme je vous ai dit, il y a l'utilisation aujourd'hui de la question israélo-palestinienne pour menacer la sécurité internationale, d'où maintenant le lien entre la rupture, la sécurité internationale et la première partie du livre. Et, donc, dans cette première partie, il faut comprendre que il y a un problème aujourd'hui qui nous menace tous parce qu'avec le terrorisme, personne parmi nous n'est à l'abri, que ce soit ici au Québec, aux États-Unis. Ça demande une vigilance très grande de la part des autorités publiques, fédérales, provinciales, pour une raison très simple, parce qu'on voit qu'il y a des Canadiens qui sont adeptes du fondamentalisme violent, qui quittent ici pour aller en Afrique du Nord soutenir des mouvements djihadistes. Il y a ce jeune Canadien qui est arrêté en Mauritanie et qui pourtant est réussi à passer donc inaperçu de tous les services secrets canadiens pour aller jusqu'en Mauritanie. Vous imaginez la gravité de la situation. C'est en Mauritanie qu'on a arrêté ce jeune. C'est quand même très grave, malgré les moyens que le Canada a, le gouvernement fédéral qui est responsable des services secrets provinciaux et tout, mais quand même qui a donc échoué à ce niveau. Donc à côté de ce jeune homme arrêté en Mauritanie, il y a aussi d'autres qui ont assisté à l'attentat de Mokhtar Ben-Mokhtar à Ain Amenas, le dernier attentat. Donc des jeunes qui sont originaires de London, donc qui ont participé à ça. Donc tous les experts s'accordent pour dire que si l'attentat a réussi au niveau de la planification et son exécution, c'est grâce à ces jeunes donc Canadiens qui ont quitté ici pour aller donc soutenir des djihadistes dans cette aventure fondamentaliste radicale. Et le rapport de la sécurité publique canadienne de 2012 et 2013 mentionne l'ensemble des menaces qui pèsent sur le Canada en s'appuyant davantage sur les comment on appelle donc les menaces des événements qui sont à l'étranger, qui influencent toujours le facteur de menace ici au niveau du Canada. Donc il ne faut pas se tromper, nous sommes tous membres d'une humanité qui nous unit dans la diversité. Donc chacun de nous est responsable, donc c'est le devoir de chacun et chacune de se mettre donc d'être conscient de ces enjeux, de cette insécurité, de ces menaces pour essayer tout simplement de barrer la route aux fondamentalistes. Donc cette humanité qui nous unit dans la diversité, nous sommes tous partie prenante. Vous voyez, donc je suis très content de faire face à un public donc venu de partout, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, du Proche et du Moyen-Orient, pour tout simplement montrer que ici au Québec et au Canada, nous sommes dans des sociétés à communauté culturelle et donc c'est important de protéger cette diversité, sinon nous serons tous victimes. Du point de vue identitaire, il faut comprendre que les terroristes cherchent
D'abord, avant le point de vue identitaire, au niveau des enjeux financiers, ils cherchent de l'argent d'abord et avant tout, qui leur proviennent malheureusement de deux choses potentielles. La première, ce sont les rançons que les gouvernements occidentaux payent pour libérer les otages. Je suis très content que les otages français d'Israël, d'Arlit, soient libérés, mais tout le monde sait encore que ce sont des millions d'euros que la France a payés qui alimentent davantage malheureusement le terrorisme, dont c'est nous, le continent africain, qui fait partie, une des parties les plus faibles du tiers-monde, qui sera toujours victime parce que nous ne sommes pas préparés, aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan de la prévention et ni sur le plan de la réaction. L'exemple, c'est le cas du Mali. Pendant 9 mois, tous nos dirigeants de tous les pays africains ont assisté les islamistes couper les mains des personnes, enrôler les enfants, soldats djihadistes, et puis dilapider des femmes, détruire des patrimoines communs de l'humanité sans être capable de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que nous ne sommes pas du tout préparés. Et après encore, cette parenthèse douloureuse, aucun de nos chefs d'État n'a pris conscience des enjeux pour essayer de redynamiser cette force militaire en attente au sein de l'Union africaine qu'on est en train de, vous voyez aujourd'hui encore, les gens sont en train de tâtonner et puis qui se réunissent pour discuter des enjeux inutiles, par exemple sur le retrait collectif des pays africains au traité de Rome, de la CPI. Au lieu de s'occuper des enjeux réels, ils vont s'occuper tout simplement de ce qui menace leur siège, leur pouvoir pour se retirer de la CPI. Or, en Afrique, nous, ce n'est pas ce que nous avons besoin. Nous avons des problèmes criants et il faut tout simplement des politiques pour soutenir, faire face à ces nouvelles menaces qui, aujourd'hui, remettent en cause l'existence même de l'Afrique en général. Et la deuxième source de revenus, c'est la drogue, le narcotrafiquant qui aujourd'hui fait des chemins, puis en Afrique, qui affaiblit davantage encore malheureusement nos États africains, c'est-à-dire l'État-nation qu'on connaît, qui a échoué dans tous les domaines, et que les trafiquants de drogue qui viennent de l'Amérique latine et puis qui transitent par des pays, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, dans tous les espaces géopolitiques africains pour essayer tout simplement donc de vendre et écouler des quantités, des milliers de tonnes de drogue. Et ça aussi, c'est un enjeu c'est un enjeu fondamental qu'il faut tout simplement observer parce que ça va faire davantage de victimes aujourd'hui comme dans les prochaines années à venir. Et maintenant, du point de vue identitaire, les terroristes, il y a deux choses qu'ils cherchent. La première, le premier objectif, c'est ce qu'on appelle le choc des civilisations. Et ça, ce choc est alimenté partout, que ce soit les fondamentalistes que j'appelle à la fois intellectuels, politiques et religieux. Du point de vue intellectuel, vous vous rappelez de la thèse de Samuel Huntington qui dit que le bloc islamique est une menace pour le bloc occidental judéo-chrétien, donc qu'il faut essayer de faire attention. Vous voyez, donc quand on est un grand chercheur comme Samuel Huntington aux États-Unis, il y a des choses qui ne se disent pas. Une thèse reprise par George Bush fils qui a lancé la nouvelle doctrine américaine sur la base de la défense des valeurs judéo-chrétiennes menacées par la montée de l'extrémisme religieux. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui expliquent donc que quand on est à la présidence des États-Unis, à la tête comme président, et il y a des choses qui ne se disent pas, tout simplement parce que malheureusement, nous sommes liés de près ou de loin avec ce pays. Et donc aujourd'hui, George Bush est parti, mais vous voyez qu'il y a le Tea Party aux États-Unis qui reprend donc cette idéologie raciale pour essayer de bloquer toutes les décisions du Congrès et replonger encore le monde dans des situations dramatiques comme par exemple la crise économique que nous avons connue tous en 2008 et nous savons tous et toutes que cette crise a pris ses racines aux États-Unis. Donc inconsciemment, cette politique qui est menée, qui n'a pas de limite, donc nous conduit tout le monde dans des situations insécuritaires que nous connaissons. D'ailleurs, du point de vue stratégique,
Ça démontre, j'ai essayé d'expliquer dans le livre, pourquoi Obama a réussi, avec l'orientation de la stratégie américaine, en 4 ans, là où Bush a échoué pendant 8 ans, dans la capture de Oussama Ben Laden et son élimination physique, parce qu'il semblait quand même échapper tous les services secrets américains. Et lorsque Obama est venu, donc, le changement stratégique a permis aux services secrets américains donc, de le retracer et puis d'essayer tout simplement de l'éliminer. À côté de ça, il y a dans la société musulmane aussi, il faut le dire, que l'aile radicale, parce que nous sommes dans des sociétés où il y a le tabou religieux est très fort, ça empêche le débat. Et l'absence de débat de cette majorité dans cette société musulmane fait que, malheureusement, c'est l'aile radicale djihadiste minoritaire qui fait entendre sa voix par la violence, par des attentats, par des prises d'otages. Donc, un comportement qui donne l'image négative de l'islam, qui est pourtant une religion de paix, d'ouverture, de respect et de tolérance. Mais du point de vue occidental, les gens qui ne comprennent pas cette religion, qui voient les gens utiliser cette religion au nom d'un idéal qu'eux-mêmes sont en mesure de connaître, qui nous échappe tous, parce que nous savons tous que tout ce qu'ils font, c'est complètement loin, étranger à l'islam. Ce n'est pas l'islam, mais ils utilisent tout simplement l'islam à leur fin politique. Et le dernier objectif qu'ils utilisent, identitaire, c'est la haine. Ils comprennent tous les fondamentalistes. Ils savent que la haine, combien de fois, est capable de pervertir nos valeurs humaines et de détruire toutes les relations intercommunautaires qu'ils essayent de promouvoir par l'internationalisation djihadiste et fondamentaliste et puis promouvoir, attiser la haine entre l'islam et l'Occident pour arriver donc à leur fin politique. Heureusement que Nelson Mandela nous a démontré que il y a une autre façon de voir les choses, parce que la haine n'est pas innée en nous. Elle est le produit des hommes radicaux mal intentionnés qui aujourd'hui essayent de s'aimer la jijani dans le système international. Je le cite en disant que personne ne naît en haïssant une autre personne en raison de la couleur de sa peau ou de sa religion ou de son passé. Les gens, disait-il, apprennent à se haïr. S'ils peuvent apprendre à haïr, on peut aussi leur enseigner à aimer. Fin de citation. Donc, l'héritage de cet homme peut nous inspirer dans la vie de tous les jours pour barrer la route aux fondamentalistes. Donc, honorables invités, soyons engagés pour la paix dans le monde. Il ne faut jamais hésiter une seconde. Et la victoire appartiendra au monde libre dans lequel nous sommes tous partants, nous sommes tous membres et à part entière. Et puis, c'est ce monde libre-là qui va garantir la paix universelle pour essayer de promouvoir les valeurs d'équité, de solidarité et de coopération internationale que beaucoup de gens sur la planète qui en ont besoin pour essayer tout simplement de joindre les deux bouts. Alors, ce livre, j'espère qu'il va susciter chez les lecteurs et ses lectrices 3 choses essentielles. D'abord, le plaisir de lire, parce que on a besoin de s'épanouir dans sa lecture pour creuser davantage son, pour creuser davantage ses compréhensions. Et ensuite, l'esprit critique. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Pour ma part, je suis prêt à répondre à tous les débats, que ce soit en privé, en public, médiatique, pour essayer tout simplement de donner l'occasion à ce que ce débat ait lieu pour des besoins de la paix universelle s'il y a lieu. Et la troisième chose et la dernière, c'est l'envie d'agir, parce que comme j'ai l'habitude de dire, lire pour comprendre et s'informer sur les besoins de l'humanité, c'est une façon de choisir une cause juste et en faire l'idéal de sa vie au nom de ceux et celles qui sont dans le besoin. Voilà, je m'arrête là, je parle beaucoup et puis... Mais je parlerai en tant qu'artiste traditionnel africain, musicien, chanteur et conteur. Donc pour un Africain de l'Ouest ayant grandi dans l'héritage des empires de Moyen-Âge, le Songhai, le Soraï, le Ghana, le Mali, le Tekrour, la musique est une parole. La parole est un verbe et le verbe est créateur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De là-bas, nord de l'Afrique,
à ici des montagnes de Montréal, à côté de Mont-Royal, accompagnant notre frère Maître Dia Ardo, qui est la fierté de toute l'Afrique, de la Mauritanie, de toute la terre entière. Car souvent on nous demande, on est de quel pays? J'ai tendance à répondre que nous sommes des citoyens de la terre. Puisque quelle que soit la couleur de notre peau, nos croyances religieuses, nos opinions politiques et nos conceptions de la vie, cependant nous sommes tous les citoyens de la terre. La réussite d'un fils de l'Afrique, d'un pays de l'Afrique, est la fierté de tous les pays du monde entier. L'Afrique, l'Amérique, Asie, Europe, Océanie. Il est de Foné, Djeri. Ça c'est chez moi, chez ma mère. L'enfant appartient à son père et à sa mère. Ma mère et eux, ils ont les mêmes terres cultivables, de Djeri et de Walo. Si j'ai l'honneur d'assister à cet événement, c'est le plus grand plaisir pour moi, c'est la plus grande joie de ma vie. C'est dommage, je ne suis pas armé de mon instrument millénaire, datant de 7000 avant Jésus-Christ. Mais je vais quand même chanter une petite chanson de 2 minutes a cappella. C'est une chanson qui ne se chante pas avec de la musique. Je tiens à vous dire qu'il y a des sujets beaucoup plus éclatants qui attirent beaucoup plus les donateurs de bourses. Mais Ardo a voulu se consacrer à un sujet qui le tient à cœur et il n'a pas vendu son âme aux plus offrants. Il a voulu travailler sur un sujet qui le tient à cœur parce que c'est un sujet qui met en lumière l'espoir que nous pouvons avoir de vivre ensemble, l'espoir que l'avenir de vivre dans un monde avec autant de diversité peut nous amener. Et je crois que tu es un de ces écrivains, parce que tu es un écrivain maintenant, un grand écrivain, qui indique le chemin sur lequel nous devons nous engager. Et ton ouvrage sera une référence que l'on ne pourra pas écarter quand viendra le temps de construire un monde de paix. Ardo, je te félicite, je te remercie pour avoir mis la science au service de la paix et du respect entre les gens. Je t'en suis reconnaissant. Oui, bravo. Et je te félicite aussi de cette contribution à la réflexion, à l'analyse, à la situation de guerre et dans les perspectives de paix également. De paix avant tout au Québec, où, comme tu l'as dit, est un laboratoire multiethnique, est un laboratoire multiculturel. En ce sens qu'on peut dire que cette terre appartient aux Amérindiens. On peut dire que les premiers venus, c'est les peuples fondateurs, les gens qui sont venus de la France, les gens qui sont venus de l'Empire britannique. À cela se sont ajoutés beaucoup d'autres. Aujourd'hui, on est à 165 communautés culturelles. C'est-à-dire que c'est comme si chaque pays que Dieu a créé sur terre, il y a une poignée de cette population-là qui est là aujourd'hui et on est là ensemble. On peut constituer un laboratoire du comment vivre en harmonie et en paix entre des gens qui sont de différentes religions, qui sont de différentes races, si on peut parler de race, parce qu'il n'y a qu'une seule race humaine, de différentes cultures, etc., etc. Mais c'était surtout pour souligner notre fierté et remercier Ardo pour ce travail. Je ne doute pas de la qualité de son travail et de sa brillante exposé qui nous met l'eau à la bouche donc, pour pouvoir lire ce livre et puis comprendre les enjeux vraiment internationaux donc, sur le terrorisme. Et peut-être pour conclure, je lui demanderai quel message d'espoir il voit, par exemple, pour les Africains, pour comment l'Afrique, par exemple, peut sortir de cette embourbie. Vous avez dit, M. Diaz, ça nous touche de très près parce qu'on a exactement les mêmes problèmes. On sent la fraternité, on sent que vous avez fait une analyse qui est valable pour toute notre région du Sahel. Là, je me demande, avec votre faculté d'analyser, avec votre calme, puis avec votre vision, peut-être qu'il faudrait penser à la politique. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, donc c'est le premier. Vous savez, le mois de novembre, c'est un mois important aussi pour la Mauritanie. Donc vous savez que la Mauritanie, c'est en 1960, donc le 28 janvier 1960, la Mauritanie a son indépendance. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de Mauritaniens de la diaspora et beaucoup de Mauritaniens qui voulaient avoir l'espoir. Aujourd'hui, l'espoir est né. Il est là devant vous. Et je crois qu'on est très fiers. Et moi, en tant que président du Carrefour des jeunes volontaires,
pour le développement mauritano-canadien. Je suis très fier de mon ami Ardo, ce qu'il vient de faire. Bravo Ardo, bonne continuation. Je voudrais vous mentionner qu'Ardo, c'est le président de la communauté mauritanienne au Canada. Ça fait, c'est son deuxième année. Et si vous ne le savez pas, être président d'une communauté africaine, ce n'est pas facile. Ça tient à votre remarque, monsieur le consul, le calme, la maîtrise de ce qu'il fait. Donc moi, je suis ex-président de la communauté mauritanienne. Donc par expérience, oui. De quoi parler. Nous sommes fiers d'avoir, disons, Ardo comme président des Mauritaniens. Et puis, évidemment, ça fait partie de son cheminement. Et puis, certainement... On verra, l'avenir nous dira. Le vrai président mauritanien. Je vous remercie beaucoup d'être venu ici. Et donc, c'est un très grand honneur parce que vous êtes l'ensemble de ce que je suis, parce que sans vous, je ne représente pas grand-chose. Puis, je suis convaincu aussi de ce que je dis. Pour le Conseil, votre question, bon, pensez à la politique, l'avenir nous le dira. En tout cas, on ne cessera pas de travailler et puis on verra là où les choses vont évoluer et dans quelle direction. De toute façon, on fera nos devoirs et puis le reste, on verra. Le message d'espoir, c'est ça, c'est de travailler main dans la main pour promouvoir les valeurs de solidarité et en même temps aussi permettre à l'Afrique donc de se réorganiser du point de vue politique, économique et socio-culturel qui va la permettre donc de rayonner et puis d'apporter sa voix et sa contribution dans la paix universelle. Donc de mon point de vue, c'est très important qu'il y ait aujourd'hui, depuis Kwame Nkrumah, les grands panafricanistes qui ont toujours voulu, comment dirais-je, le panafricanisme politique. Il est temps aujourd'hui qu'on essaye de penser du panafricanisme sécuritaire qui va accompagner le panafricanisme politique afin d'avoir donc les moyens à la fois politiques et économiques pour le faire. Je comprends que l'Afrique n'a pas d'argent, mais l'Afrique a des matières premières qui nourrissent le monde entier. Donc s'il y a une volonté politique, on peut donc créer cet argent sans attendre de l'Europe ou de l'Amérique tout simplement. Parce que le fait d'attendre longtemps, ça nous a, au lieu de nous conduire dans l'indépendance réelle, ça nous a conduit dans le néocolonialisme et puis la dépendance, l'explosion de la dette qui aujourd'hui mine toutes les sociétés africaines. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup. Alors, tout le monde ici. Alors, on vous demande juste tout le monde de parler en même. Oui, j'ai trouvé le livre de Michel Dia très intéressant. C'est un livre écrit dans un français clair et limpide. Un verbe très facile qui est accessible à tout le monde. Même l'écriture, ce n'est pas des écritures très condensées, c'est très clair, c'est vraiment très agréable à lire. Et d'autant plus aussi, du point de vue de quintessence, c'est un livre qui relate les réalités de la sous-région. Moi, je suis mauritanien. J'ai lu le livre, mais je m'y retrouve vraiment. Je trouve tous les problèmes, toutes les difficultés que vivent la Mauritanie, le Mali, le Sénégal d'une manière générale. J'ai même à lui poser certaines questions. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, chaque fois qu'on pose, par exemple, des questions, on trouve les réponses dedans. En tant que Québécois d'origine africaine, le livre d'Ardo est une contribution à la recherche de l'harmonie entre les peuples, à la recherche de l'entente cordiale pour la paix, auquel vraiment aspirent les peuples aujourd'hui. C'est pourquoi, comme je lui disais, il faudrait voir les causes internes à l'Afrique, internes au pays du Moyen-Orient, aux pays musulmans, mais il faudrait également voir la responsabilité des pays occidentaux dans cette sape de la paix mondiale.
Donc, que tout le monde articule autour de ce que dit Ardo pour qu'on ait la paix dans le monde pour les générations présentes et futures. Vraiment, j'ai été, disons, touché par l'audace de l'auteur en touchant le problème des relations entre la Mauritanie et Israël. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays dans le temps n'ont pas aimé ça. Et pourtant, dans un contexte de mondialisation, ce n'était pas, disons, une mauvaise chose. Donc, le fait d'en parler maintenant, ça fait revivre un peu cette idée et de se questionner et pourquoi pas, et puis dire, ah, c'est possible. Donc, c'était le contexte est très bien actuellement. Et puis le livre, vraiment, il est approprié et il est très bien. C'est surtout aussi ça suscite la sécurité, que vous savez, un peu partout en Afrique.